Nous avons quelques questions pour vous, les participants. Ces informations nous aideront à adapter les informations partagées selon vos besoins. Les questions vont bientôt apparaître sur votre écran. Vous pouvez choisir votre réponse en cliquant sur le choix de réponse qui vous convient et par la suite, cliquez sur le bouton pour soumettre vos réponses. Alors, attendez un petit peu. Je vais juste lancer le sondage. Et c'est parti. Vous avez 25 secondes. Alors, je vois qu'il y en a parmi vous qui sont encore en train de répondre, donc je vous donne quelques secondes plus. Alors, merci. On va terminer le sondage dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. OK. Alors, je vais juste partager les résultats avec vous. Alors, je vois qu'il y a 63% de vous qui viennent du continent africain. Alors, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Nous sommes contents de vous accueillir. On a aussi 11% de l'Amérique latine. Alors, bienvenidos y bienvenidos. Et une personne des États-Unis et quelques personnes de la France viennent de la France. Alors, bienvenue à vous tous. Pour votre niveau de formation actuelle, je vois une grande variété. Alors, il y en a parmi vous qui sont encore au niveau préuniversitaire qui va commencer vos études de baccalauréat ou de licence bientôt. Ensuite, je vois 30% de vous ont déjà commencé vos études de licence ou de baccalauréat. OK, 22% qui ont déjà commencé leur maîtrise, 11% qui ont terminé la maîtrise et 4% qui a déjà commencé leur doctorat. Donc, c'est vraiment une grande variété qu'on a parmi les participants aujourd'hui au niveau à propos des niveaux de formation déjà atteints ou en voie d'obtention. OK. Et finalement, je vois que c'est quoi? Presque 40% de vous environ 35% de vous avez déjà déposé une demande d'admission à l'université. Alors, merci de nous avoir choisis. Et 77% n'ont pas encore déposé la demande d'admission, mais il n'y a pas de problème. C'est vraiment normal à ce stade. Et sachez que nous sommes ici pour vous aider, pour répondre à vos questions et pour donner notre soutien dans votre processus d'admission. Alors, excellent. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réponses avec nous. Excellent. Alors, voici plus de détails concernant le déroulement de la séance. Cette séance libre est dédiée à vous et à vos questions. Alors, pour cette raison, il n'y a pas de présentation formelle aujourd'hui. Afin de simplifier la gestion de la séance, nous n'utiliserons que l'outil Q&A de Zoom pour recevoir les questions. Il ne sera pas possible de communiquer avec nous dans le chat de Zoom ou d'utiliser l'outil Levez la main. Alors, je vous donne quelques lignes directrices très, très importantes. Pendant la séance, nous vous encourageons à vous limiter aux questions d'ordre général. Nous ne pourrons pas répondre aux questions relatives à votre cas particulier.
Toutes les questions à propos de votre admissibilité, vos moyennes, etc., il ne faut vraiment pas partager des informations ou poser des questions trop personnelles sur Zoom. Il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions reçues, bien que notre objectif soit d'en répondre à une grande partie. Nous vous remercions d'avance pour votre patience. Si jamais nous ne pourrons pas répondre à vos questions pendant la prochaine heure, nous vous invitons à nous contacter par courriel. Vous voyez l'adresse courriel affichée sur l'écran. Et très important, avant de poser votre question, nous vous encourageons à vérifier si une question similaire a déjà été posée en suivant le fil de questions dans l'outil Q&R. Si vous voyez qu'un autre participant a déjà posé une question qui vous intéresse, nous vous demandons de ne pas poser la même question. Nous vous suggérons plutôt de voter en faveur de la question en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut afin de démontrer votre intérêt pour le sujet. Alors, c'est très important. Pour moi, en tant que modératrice, je cherche vraiment les votes avec le pouce vers le haut afin de déterminer quelle question que je devrais poser à nos panélistes. Alors, sur ce, nous vous invitons maintenant à commencer à envoyer vos questions en utilisant l'outil Q&R dans Zoom et j'invite à nos panélistes Frédéric Verrette et Marie-Ève Routier de nous joindre. Allô? Bonjour. Allô, Bonjour. Nadia. Bonjour à tous. Alors, je mets mes lunettes pour que je puisse lire toutes les questions qui commencent déjà à arriver ici. Alors, ça ne serait pas long. Laissez-moi juste avoir une petite minute pour choisir la première question. Alors, première question, c'est pour Fred. Quels sont les délais de réponse pour les demandes d'admission pour automne 2023? OK. Donc, délai de réponse. On ne peut pas vraiment vous donner une réponse précise à ce sujet. En fait, le délai d'analyse et de traitement d'une demande varie selon le programme visé, le type de candidature et la session visée. Donc, ceci étant dit, le traitement, en fait, va commencer au moment où le dossier est soumis, que les frais d'ouverture de dossier ont été payés et que tous les documents requis ont été reçus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les demandes sont traitées selon l'ordre chronologique des sessions visées. Donc, présentement, ils sont en train de traiter les demandes d'admission pour la session d'hiver 2023. Donc, c'est sûr que les demandes pour l'automne ne sont pas traitées prioritairement. Donc, ce n'est qu'à partir du mois de janvier qu'ils vont commencer à vraiment traiter activement les demandes d'admission pour l'automne. Donc, je ne peux pas vous donner un délai de traitement, mais bon, ça peut prendre quand même plusieurs semaines, voire même quelques mois avant d'obtenir une réponse. Ce que je vous suggère, c'est d'aller voir régulièrement dans votre dossier Mon Portail, vous assurer que votre dossier est bien complet et qu'il est en traitement. D'accord, merci Fred. Juste une petite annonce pour les participants. Je vois déjà qu'il y a plusieurs questions sur l'immigration. Sachez que l'objectif de notre séance aujourd'hui, c'est vraiment de répondre aux questions d'ordre général à propos de l'Université Laval, les conditions d'admission générale, les programmes d'études, les services, etc. Et ce n'est pas vraiment une séance axée sur l'immigration. C'est vrai que Fred est un conseiller en immigration et alors si jamais nous avons le temps un peu plus tard dans la séance pour répondre aux questions sur l'immigration, je peux lui en poser, mais pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur des questions qui sont plus axées sur l'objectif de la séance. Alors, je vous remercie pour votre patience et votre compréhension. Fred, prochaine question. Comment choisir un directeur de recherche et comment est-ce qu'on peut aider le directeur de recherche de nous choisir aussi? C'est bon. Donc, tout d'abord, tout dépend du programme qui vous intéresse. Donc, si vous allez sur dans notre répertoire des programmes, si vous, en sélectionnant le programme qui vous intéresse, vous allez voir là, une section là, recherche. Donc, d'une part, vous avez un onglet là, avec les différents
centre et recherche reliés à ce programme. Et après ça, vous avez une autre section qui c'est vraiment la liste des professeurs et leur expertise de recherche. Donc, en fait, vous devez écrire directement aux professeurs qui vous intéressent. Moi, je vous suggère, vous pouvez écrire là, à 3-4 professeurs pour augmenter vos chances d'obtenir une réponse, mais ne pas à tous les professeurs du département. Il faut vraiment faire une approche personnalisée, donc bien adresser le courriel avec le nom du professeur. Il faut voir ça comme une offre d'emploi, là. Donc, vous devez mettre vos forces en évidence. Donc, envoyez votre CV. Si vous êtes un candidat boursier, mentionnez-le clairement que vous venez avec une certaine subvention. Si vous fournissez là, peut-être une ou deux lettres de recommandation d'autres professeurs. En fait, d'ailleurs, regardez un peu avec vos professeurs chez vous si vu qu'on a beaucoup de collaborations internationales, il est possible que certains de vos professeurs connaissent déjà des professeurs à l'Université Laval. Donc, ça l'aide toujours si un de vos professeurs peut servir d'intermédiaire entre vous et un collègue professeur là, ici à l'Université Laval. Ça peut faciliter la communication. Donc, comme vous voyez à l'écran, là, je parlais une approche personnalisée. Quelque chose qui est vraiment important, avant d'écrire un professeur, prenez la peine de vous informer sur la recherche du professeur en question. Lisez peut-être un ou deux de ses publications et vous devez démontrer au professeur en quoi est-ce que vos intérêts de recherche concordent avec son expertise de recherche. Donc, soyez le plus clair possible. Dites-vous que nos professeurs sont constamment sollicités. Donc, s'ils ne voient pas un intérêt à votre candidature, ça se peut qu'ils ne vous répondent même pas. Malheureusement, on n'a aucune influence là-dessus. Là. Et finalement, vous voyez au bas de la page l'adresse ulaval.ca, votre projet. Vous avez un résumé des conseils que je viens de vous donner, mais aussi il y a une section, en fait, certains professeurs qui se cherchent activement des étudiants ont pris la peine d'afficher des postes, des offres de projets de recherche. Donc, c'est déjà un avantage. Si vous voyez une offre qui vous intéresse, au moins vous savez que le professeur recherche activement un étudiant pour sa recherche. Donc, je ne sais pas, Marie-Ève, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est plutôt complet. Je voyais qu'il y avait une question qui était à ce sujet-là, quel document joindre quand on approche un professeur? C'était bien présenté dans le diapo qu'on vient de mettre à l'écran. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. OK. Prochaine question. Désolée, je suis en train de faire le tri. Il y en a beaucoup. Fred, c'est une question encore pour toi. C'est très général. Mais c'est intéressant parce que je ne le vois pas trop souvent. Comment peut-on profiter des services sportifs sur le campus? OK, très bonne question. En fait, le fait d'être étudiant à temps plein chez nous, ça vous donne accès à notre centre sportif qu'on appelle le PEPS. Et d'ailleurs, c'est le plus grand centre sportif dans tout l'Est du Canada. Donc, je pense qu'il faut se rendre à Toronto pour trouver un centre sportif aussi gros ou plus gros que le nôtre. Donc, le fait d'être étudiant à temps plein, vous avez accès gratuitement à leur service. Donc, on a 2 piscines de taille olympique, on a une piste de jogging intérieur et extérieur. Si vous aimez les sports de raquettes, vous pouvez louer, réserver gratuitement des terrains pour jouer au tennis, badminton, squash et ainsi de suite. Et vous avez même accès à la patinoire. Là. Donc, si vous voulez vous initier au hockey ou juste faire du patin sur glace, c'est quelque chose, c'est tout compris dans vos droits de scolarité. Donc, les seules autres activités sportives qui demandent un léger supplément, d'une part, si vous voulez vous abonner au gym, donc à la salle d'entraînement. Et si jamais vous voulez suivre un cours, par exemple un cours d'art martial une fois par semaine avec un professeur, là, vous avez un léger supplément, je pense généralement autour d'une centaine de dollars par session. Donc, c'est vraiment pas cher là, comparé à ce qui s'offrirait à l'extérieur du campus. Merci beaucoup. Prochaine question, c'est plutôt pour toi, Marie-Ève. Peux-tu nous dire un peu quelle est la différence entre une maîtrise pro et une maîtrise recherche?
Une maîtrise professionnelle, c'est vraiment une maîtrise qui a un but de vous faire diplômer dans une profession en particulier. Donc, l'objectif, c'est d'aller sur le marché du travail. La maîtrise professionnelle est vraiment constituée de cours, et d'une petite activité terminale là, qui prend la forme soit d'un stage ou d'un projet d'intervention ou d'un essai dans certains cas. Tandis que la maîtrise recherche, donc c'est la maîtrise avec mémoire, dont l'objectif est vraiment de rédiger un mémoire qui va être la partie principale de votre maîtrise. Là, c'est un travail de recherche que vous faites en collaboration avec votre directeur, que vous allez trouver. Et souvent, la finalité de la maîtrise mémoire, c'est de poursuivre au doctorat. Donc, dans la maîtrise professionnelle, c'est un programme d'études qui est professionnalisant, tandis que la maîtrise recherche, l'objectif ultime, c'est de faire carrière dans la recherche universitaire, soit en suivant au doctorat ou dans une autre, ou dans un centre de recherche, par exemple. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais voir si c'était correct pour toi. Oui, c'était parfait pour moi. Merci beaucoup. OK. On reçoit plusieurs questions sur les bourses d'études. Alors, on va en répondre rapidement à propos des bourses. Donc, 2 questions pour toi, Fred. Est-ce qu'il y a des bourses d'études disponibles pour les étudiants et étudiantes de l'international? Et à propos, concernant la bourse d'exemption annoncée par le gouvernement du Québec pour l'automne 2023, y a-t-il des nouvelles? Est-ce que ça marche pour l'Université Laval? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? OK, parfait. Je vais commencer avec la bourse la plus intéressante qu'on a à offrir. En fait, c'est l'exemption des droits de scolarité pour tous les étudiants internationaux qui sont admis dans un programme de doctorat, donc au 3e cycle. Donc, il suffit d'être inscrit à temps plein et vous avez accès à cette exemption. Vous payez un tarif québécois, donc il est environ 3 200 $ canadiens par année. Donc, en l'espace de 4 ans, vous sauvez environ 40 000 $. Donc, c'est la plus belle bourse que vous trouverez à l'Université Laval. Ceci étant dit, bon, pour les programmes de recherche, autant les maîtrises mémoire que les doctorats, vous pouvez en plus recevoir d'autres types de financement. On a les bourses de réussite qui, en fait, selon la progression de votre programme, vous pouvez obtenir des petites bourses. Là. Exemple, vous rédigez le premier chapitre de votre thèse, on va vous donner une bourse de 500 $. Donc, ça varie selon les facultés. Et c'est offert autant au doctorat qu'à la maîtrise de recherche, quoique les montants sont beaucoup plus élevés au doctorat qu'à la maîtrise. Bon, ceci étant dit, pour le baccalauréat ou maîtrise professionnelle, on n'a pas, quoique certaines bourses sont disponibles, mais on n'en a vraiment pas tant que ça pour des étudiants internationaux à ce niveau-là. Donc, vous pouvez toujours aller voir sur notre site web, donc bbaf.ulaval.ca, c'est la page web de notre bureau des bourses. Vous avez un moteur de recherche, vous pouvez sélectionner là, en fonction du programme qui vous intéresse et de votre statut d'étudiant et vous verrez les bourses qui sont offertes pour vous. Ceci étant dit, malgré que certaines bourses soient disponibles, ça ne va jamais couvrir la totalité de votre séjour ici au Canada. Donc, on parle plus souvent des bourses de 2 000 3 000 $, des fois un peu plus. Alors qu'on s'entend que pour un étudiant au baccalauréat, doit avoir là, le coût des études est environ 23 000 $ par année et à ceci, vous devez rajouter environ 14 000 $ pour payer là, les logements, nourriture et vos dépenses personnelles. Fait que c'est sûr que pour obtenir votre permis d'études, vous devrez démontrer à IRCC, avant même de quitter votre pays, que vous avez les moyens financiers pour subvenir à vos besoins, du moins pour la première année du programme. Donc, il faut se fier à une bourse là, pour payer vos études une fois rendu ici au Canada. Maintenant, pour la fameuse bourse d'exemption qui a été annoncée il y a à peu près 6 mois par le gouvernement provincial, présentement, on n'a pas plus d'informations que vous en avez vous-même. Donc, on sait que ça va s'adresser, c'est pour l'automne 2023, c'est pour des établissements d'enseignement à l'extérieur de la région de Montréal. Donc, en principe, on a été inclus cette liste-là. Et ça va concerner des programmes en éducation, en technologie de l'information, en génie
et certains programmes en santé et en services sociaux. Toutefois, on n'a pas plus d'informations. Est-ce que ça va concerner seulement le premier cycle? Est-ce que c'est tous les cycles d'études? Est-ce qu'il va y avoir un nombre limite accordé de bourses par université, par programme? On ne le sait pas. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est abonnez-vous à notre infolettre. Aussitôt qu'on va avoir de l'information à ce sujet, on va transmettre l'information à tout le monde. Donc, ma collègue Nadia pourra rajouter l'adresse pour aller vous abonner à l'infolettre dans la discussion. Et c'est déjà fait. Alors, plusieurs questions qui rentrent. On va faire de notre mieux pour vous répondre parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes questions reçues jusqu'à maintenant. Alors, un instant, s'il vous plaît. Alors, Fred, il y a plusieurs personnes qui veulent savoir, qui veulent en apprendre davantage sur le processus d'admission, comment ça marche, et en même temps, si tu peux juste donner une idée des dates limites du dépôt de la demande d'admission aussi, ça serait génial. Okay. On peut résumer la demande d'admission en 4 étapes. Donc, première étape, de trouver votre programme. Donc, vous allez à ulaval.ca/études et vous allez poser un moteur de recherche, donc trouver le programme qui vous intéresse et aller consulter la section conditions d'admission. Donc, vous verrez à la fois là, les documents requis et le diplôme minimal requis, les notes minimales requises. Une fois que vous avez trouvé le programme, l'étape 2, c'est de préparer votre dossier. Donc, rassembler les documents requis. Bon, à titre indicatif, là, pour une admission au baccalauréat, généralement, vous devez fournir vos relevés de notes des 2 dernières années d'études pré-universitaires, donc secondaires, ainsi que les résultats des examens du bac, si vous les avez obtenus. Si vous avez également débuté des études universitaires, ben, vous rajoutez tous vos relevés de notes et diplômes universitaires. Et si on envisage une admission plutôt pour la maîtrise ou le doctorat, là, évidemment, les documents varient en fonction du programme, là, mais en plus de tous les relevés de notes et diplômes, souvent, on demande un CV, une lettre de motivation et très souvent dans les programmes de recherche, des rapports d'appréciation, là, qui est comme l'équivalent de lettres de recommandation. Donc, lorsque vous créez votre dossier dans le portail, ça sera indiqué de toute façon exactement quel document vous devez soumettre. Donc, rendu à l'étape 3, comme je vous disais, c'est la demande en ligne. Fait que vous allez vous créer un compte. Ensuite, la demande se fait comme en 2 étapes. Première étape, c'est votre profil d'admission. Donc, vous allez donner toutes vos coordonnées, l'information à votre sujet, où est-ce que vous avez fait vos études, et ainsi de suite. Et la deuxième étape, c'est vraiment le dépôt de la demande. Donc, vous allez choisir le programme visé. Le formulaire permet de mettre jusqu'à 3 choix de programme, dont 2 programmes contingents. Et de toute façon, toutes vos demandes seront analysées indépendamment. Donc, si vous êtes chanceux, vous serez admis dans vos 3 programmes et vous aurez l'embarras du choix pour la demande d'admission, pour l'inscription. Vous avez des frais d'ouverture de 94,50 $ pour l'ouverture du dossier. Donc, vous pouvez facilement payer par carte de crédit à la fin du formulaire. Et à la fin du formulaire, ben, vous avez l'option de télécharger tous les documents qui sont requis en format PDF ou en JPEG. On n'accepte aucun autre format. Une fois que la demande est soumise, vous retournez dans votre portail régulièrement pour vérifier l'état de votre demande. Donc, vous assurez que votre dossier est complet et qu'il est en traitement. Donc, c'est à peu près ça pour la demande d'admission. Je vais juste prendre quelques secondes pour parler par la suite. Donc, si vous recevez une offre d'admission, même si elle est conditionnelle, vous pouvez vous en servir pour faire vos démarches d'immigration. Donc, d'abord, demandez le CAQ, certificat d'acceptation du Québec, qui prend environ 5 semaines pour obtenir. Et par la suite, vous pourrez faire la demande pour le permis d'études canadien, qui, lui, c'est plus long. Là, présentement, on a un délai standard de 13 semaines pour traiter votre demande. Donc, et si je finis avec les dates de dépôt. Pour une admission pour l'automne 2023, on vous suggère fortement avant le 1er février. Si c'est pour une admission pour l'hiver, en fait, je vous suggère le 1er juillet, considérant les longs délais pour obtenir vos documents d'immigration. Voilà.
Merci, Fred. Je vais juste arrêter le partage pour l'instant. Alors, Marie-Ève, j'ai quelques questions pour toi, mais en fait, une question, et je pense que je vais aussi partager mon écran ici. Donc là, nous avons vraiment la bonne situation, la bonne chance ici d'avoir la faculté d'études supérieures et postdoctorales. Je sais qu'il y a plusieurs services que vous offrez à la FESP qui peuvent vraiment aider les étudiants à réussir leurs études au cycle supérieur. Peux-tu prendre quelques minutes pour nous présenter quelques informations à propos des services de la FESP avec un peu de focus sur le développement des compétences professionnelles? Oui, bien sûr. Est-ce que tu la présentation, Nadia? Mais donc, en premier lieu, vraiment, là, le mandat de la FESP à l'Université Laval, c'est vraiment d'offrir un service, des outils aux étudiantes des cycles supérieurs, toujours dans le but de favoriser votre réussite au cycle supérieur. Donc, c'est notre mandat premier de valoriser le cheminement des étudiants au cycle supérieur, de même que votre réussite dans un but ultime de voir à la diplomation. Une autre de nos responsabilités principales est de voir au processus d'évaluation des mémoires et des thèses. Évidemment, c'est des choses pour lesquelles vous allez venir nous consulter, mais un peu plus tard dans votre parcours à l'Université Laval, quand vous serez rendu là à déposer votre mémoire ou votre thèse, vous suivez des études en recherche, bien sûr, pour évaluation. La FESP s'occupe aussi des programmes de co-tutelle de thèse. Dans le cadre d'un doctorat en cours de thèse, il est possible de faire un doctorat en partenariat avec 2 universités. Et c'est la FESP qui est responsable là, de vous encadrer dans le processus de signature d'une co-tutelle de thèse. On va en reparler un petit peu plus tard, mais on va aussi voir à vous offrir des outils pour le développement de vos compétences professionnelles, donc en dehors de des compétences que vous allez acquérir dans le cadre de vos études. Et finalement, bien évidemment, le nom le dit, la Faculté des études supérieures et postdoctorales est responsable de soutenir et d'appuyer les 500 stagiaires postdoctoraux qui sont à l'Université Laval et qui proviennent là, des 4 coins du monde et qui ont choisi l'Université Laval là, pour poursuivre un stage postdoctoral. Donc, je reviens un petit peu sur les outils qui vous ont offerts pour favoriser vos études au cycle supérieur. Nadia, est-ce que tu peux... oui, voilà. Donc, je vous réfère... Voilà, exactement là. Je vous réfère dès le départ au guide qu'on propose pour vous aider à choisir votre direction de recherche au cycle supérieur. C'est vraiment un guide qui a été bâti sous une forme de piste de réflexion, c'est-à-dire des questions qu'on vous pose et qui sont destinées à un étudiant qui est au début de son processus, qui réfléchit qui se pose la question de savoir s'il veut poursuivre des études au cycle supérieur et comment faire pour choisir le bon ou la bonne directrice de recherche. Le guide de cheminement, qui est le premier outil là, dans la diapo qu'il y a là, c'est vraiment un guide qui regroupe un ensemble d'informations utiles à connaître tout le long de vos études. Un guide qui vous est offert pour vous accompagner là, étape par étape de l'admission dans le programme de maîtrise recherche et le doctorat jusqu'à la diplomation. On a aussi créé là, d'autres outils, en fait, de rédiger des guides sur d'autres sujets, dont celui sur comment poursuivre des activités de recherche à distance, comment faire une demande de bourse pour des études supérieures ou un stage postdoctoral, et un petit peu plus tard dans votre cheminement, là, comment vous conseiller quand vient le moment de faire la soutenance de votre thèse. Donc, là, au niveau du développement des compétences professionnelles, la prochaine, merci. La Faculté des études supérieures va offrir aux étudiants de l'Université Laval, de même que les postdoctoraux, des formations, des cours, des nanoprogrammes, ceux qui portent toujours sur la question du développement de vos compétences professionnelles. Donc, c'est des compétences qui sont complémentaires
à votre doctorat ou à votre maîtrise que vous allez faire à l'Université Laval et qui vont vous permettre de favoriser votre insertion dans le milieu du travail, votre insertion professionnelle. Donc, tout d'abord, on offre un nanoprogramme qui est un parcours de formation intensif qui, pendant quelques semaines, qui est vraiment centré sur l'adaptation des compétences que vous avez développées, des compétences en recherche, comment on peut les adapter au monde du travail. Donc, c'est un nanoprogramme-là, il s'adresse aux personnes étudiantes, aux diplômés d'un programme de formation à la recherche, donc vraiment avoir des compétences en recherche pour faire le nanoprogramme. Donc, c'est des étudiants qui font de la maîtrise avec mémoire, du doctorat. C'est offert aussi aux stagiaires postdoctoraux, des étudiants pas nécessairement des diplômés, ça peut être des gens qui sont actuellement aux études, mais même aussi des personnes qui sont en emploi, qui aimeraient accueillir des nouvelles compétences d'avenir, c'est-à-dire l'adaptabilité, le leadership, des compétences de communication orale écrite, la gestion de projet, la collaboration interdisciplinaire. Donc, c'est autant de sujets qu'on va toucher dans le nanoprogramme. Maintenant, on offre une gamme assez variée de cours en développement des compétences professionnelles toujours. Ceux-ci sont réservés aux étudiants au doctorat au doctorat. Ce sont toutefois des cours qui sont offerts gratuitement par la FSP, qui vont vous permettre de vous engager dans un processus de réflexion et de développement de compétences professionnelles pour augmenter votre employabilité. Donc, pour favoriser votre insertion professionnelle au terme de votre doctorat. Donc, c'est des cours de crédit qui sont pas contributoires à votre programme d'études régulier, qui sont offerts à distance ou sous forme hybride, et puis qui vont toucher une variété de sujets, là, je l'ai dit plus tôt, mais la communication écrite, orale, les stratégies de rédaction, la gestion de projet, même la pédagogie universitaire, si par exemple vous vous dédiez à une carrière de professeur universitaire. On va parler aussi d'entrepreneuriat, de savoir agir en recherche. Donc, une variété de sujets, mais toujours en lien avec des compétences professionnelles d'avenir. Et puis, dernièrement, depuis 1 an maintenant, la Faculté des études supérieures propose aux étudiants de doctorat de toutes les disciplines de l'Université Laval la possibilité de faire un stage qui est rémunéré et crédité. C'est un stage qui va viser à mettre à profit vos compétences de recherche, ok, donc, mais dans un milieu professionnel. Et donc, la possibilité aussi de développer et d'acquérir de nouvelles compétences. Vous allez, dans le cadre du stage, là, vous allez pouvoir participer à des mandats en lien avec votre partenaire, avec des objectifs professionnels, entrer en contact avec différentes réalités professionnelles, collaborer avec des équipes multidisciplinaires, puis développer tout un réseau de contacts aussi très, très utile pour penser à l'après-doctorat. Donc, ça, c'est un peu le tour là, de l'offre de services qu'on vous propose pour favoriser votre développement de vos compétences professionnelles, pour penser à l'après-doctorat qu'on appelle, l'employabilité. Ça faisait le tour un peu, Nadia. Oui, merci. C'est parfait. Je trouve les informations très intéressantes et très pertinentes pour plusieurs de nos participants. Donc, merci beaucoup. Alors, nous avons reçu plusieurs questions entre-temps. Alors, Fred, je pense que je vais revenir vers toi. Peux-tu parler un peu plus à propos de comment on peut obtenir un stage ici? OK. Stage, en fait, généralement, ça va, une fois que vous êtes inscrit dans le programme, la plupart là, je parle surtout au niveau du baccalauréat et certaines maîtrises professionnelles là, qui offrent la possibilité de faire des stages. Nos bacs, je pense que 90% de nos bacs offrent la possibilité de faire un stage. Donc, en fait, il y a des gens dans chaque faculté là, qui peuvent vous donner un coup de main pour vous trouver un stage là, dans votre domaine. Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Là, ils vont vous donner les outils là, une fois que vous serez ici. Et d'ailleurs, notre service de placement, le service de développement personnel, ils peuvent vous aider à peaufiner votre CV, à préparer une lettre de motivation. Donc, pour mieux vous préparer et même faire des simulations d'entrevue là, pour vous aider à bien vous préparer pour vous trouver votre stage. Côté immigration,
si un stage est obligatoire dans le cadre de votre programme, vous devrez demander un permis de travail, stage coop. Donc, pourquoi? Parce que si jamais le stage est d'une durée de plus de 20 heures par semaine hors campus, de façon générale, les étudiants n'ont pas le droit de travailler plus que 20 heures. Donc, ce permis de travail vous permet de travailler plus que 20 heures par semaine pour faire votre stage. Si jamais il y a possibilité de faire un stage dans votre programme, mais ce n'est pas obligatoire dans le cadre de votre programme pour diplômer, vous ne pourrez pas demander un permis de travail. Donc, le seul moyen de faire votre stage, c'est si c'est moins de 20 heures semaine ou s'il y a possibilité de le faire sur campus, puisqu'il n'y a pas un home limit d'heures que vous pouvez travailler sur campus. Merci, Fred. Fred, je ne sais pas si tu as une idée de ça ou non. Est-ce que tu sais quel est le salaire moyen qu'une personne peut gagner avec un stage? Je ne sais pas si ces informations sont disponibles. Ça peut varier selon les programmes. Donc, je peux pas... la plupart des programmes vont offrir la possibilité de faire un stage rémunéré. Toutefois, ce n'est pas garanti. Là. Donc, il est possible que certains stages vous soient offerts, mais qu'ils ne soient pas payés. Là. Donc, ça, on ne peut pas vous garantir. Donc, encore moins, je ne peux pas vous répondre le montant qu'ils vont vous payer. Là. OK, merci. Je ne savais pas si c'était quelque chose qu'on sait, qui était comme publié quelque part. OK, petit changement de sujet, des programmes contingentés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un programme contingenté? C'est simple, c'est un programme qui a beaucoup plus de demandes qu'il y a de places disponibles. Donc, notamment, là, beaucoup de nos programmes en santé, donc doctorat en médecine, médecine dentaire, pharmacie, physiothérapie, ergothérapie, écologie, droit, affaires publiques et relations internationales, travail social. Ce sont tous des programmes qui sont contingentés. Et il ne faut pas se le cacher, là, pour les étudiants internationaux, la plupart de ces programmes-là ne sont pas faciles d'accès. Là. Médecine, on accepte un étudiant international par année. Et dans tous ces programmes-là, la sélection, c'est principalement par la qualité du dossier scolaire. Donc, pour médecine, si vous n'avez pas une moyenne de 18 sur 20, de moyenne générale, malheureusement, vos chances d'être admis sont à peu près nulles. Médecine dentaire, pharmacie sont réservées aux citoyens canadiens. Donc, c'est sûr que les étudiants internationaux, ils n'en prennent simplement pas. Physiothérapie, ergothérapie, on prend 2 étudiants internationaux par année. Donc, encore là, c'est la qualité du dossier scolaire. Donc, ça vous donne une idée. Donc, c'est sûr que probablement les programmes les plus faciles d'accès contingentés, on parle du bac en sciences infirmières, mais encore là, une moyenne de 13-14 sur 20 sera requis. Sinon, peut-être certains programmes en éducation sont peut-être un peu plus faciles d'accès, mais c'est sûr que d'emblée, je veux dire, si vous avez un excellent dossier scolaire, tentez votre chance. Comme je vous disais, la demande d'admission vous permet de mettre jusqu'à 3 programmes dans la demande. Fait que si vous voulez tenter votre chance pour, exemple, sciences infirmières et que vous mettez comme plan B le bac en biologie, ben, si vous êtes chanceux, vous êtes admis dans les 2 programmes. Ben, c'est réservé à ceux qui ont d'excellents résultats scolaires. Bon, merci beaucoup. Question plutôt pour Marie-Ève. Comment est-ce qu'on peut postuler pour un postdoc? Quelle est la procédure? Et j'ai une site web que je peux montrer aussi. Oui, tout à fait. Merci. Donc, on va vous mettre dans le chat le lien vers la page pour entreprendre, faire un stage postdoctoral. Donc, vous allez trouver vraiment, là, premièrement, la politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux à l'Université Laval, de même que la directive qui s'applique pour accueillir et encadrer un stagiaire postdoctoral. La première chose à faire, évidemment, pour entreprendre un stage postdoctoral à l'Université Laval, c'est vraiment de trouver un superviseur de stage, donc un peu le même principe que trouver un directeur de recherche pour la maîtrise ou le doctorat, mais donc il faut vraiment, c'est une condition prérequise, il faut qu'un professeur accepte de vous accueillir dans son laboratoire ou dans son équipe de recherche là, et de superviser votre stage.
Et ensuite de ça, ben, il y a évidemment certaines démarches administratives à faire. Donc, je voulais faire un petit peu plus bas, juste leur montrer un petit peu plus bas, encore un peu plus bas. Ici, démarche administrative, tu vas voir, vous allez voir, il y a un onglet un lien qui s'appelle Préparer votre dossier. Et puis ici, là, on indique vraiment toute étape par étape comment faire une demande pour un stage postdoctoral au niveau administratif. Merci beaucoup. OK. Beaucoup de questions. Trop de choix, trop de choix. OK. Fred, je pense que ça, c'est une question plus pour toi. Est-ce que dans une année, je dois m'inscrire à la session d'automne et à la session d'hiver? Oui. Tout étudiant international avec un permis d'études doit être inscrit à temps complet à la session d'automne et à la session d'hiver. Et si la session d'été est obligatoire dans le cadre de votre programme, vous devez également être inscrit à temps complet. Donc, je pense surtout au niveau des programmes de recherche, donc doctorat, maîtrise, mémoire. Il est fort possible que vous demeurez inscrit à temps complet à la session d'été également. Donc, temps complet, je parle de 12 crédits et plus par session, là, 12 crédits de cours. Si vous êtes en crédit de recherche, si je ne me trompe pas, c'est 7 crédits de recherche par session pour être considéré à temps complet. Merci. Et peut-être sur ce sujet, nous avons eu quelques questions à propos du système d'éducation au Québec. Donc, peut-être tu peux prendre un instant pour expliquer ce qui est un crédit, ce qui est un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées, et aussi peut-être regarder, juste faire une mention des dates, des périodes de l'année pour chaque session offerte. Alors, j'ai le site web que je peux partager. Oui, parfait. Et voilà. Bon. Les sessions. Donc, comme que vous voyez à l'écran, l'année universitaire comprend 3 sessions. Donc, on vient d'en parler. Là. Chaque session est d'une durée de 15 semaines. Donc, session d'automne, c'est de début septembre à la mi-décembre. Ensuite, vous avez un mois de vacances. Et à la session d'hiver, en fait, vous allez commencer des nouvelles matières. Donc, de la mi-janvier à la fin avril. Et comme je vous disais, la session d'été peut être facultative ou non, tout dépendant du programme. Donc, qu'est-ce qu'un crédit? Le crédit est une unité qui permet d'évaluer la charge de travail requise pour atteindre les objectifs d'un cours. Donc, un cours est généralement de 3 crédits. Et comme je vous ai dit, 12 crédits pour être considéré comme étudiant à temps plein. Et chacun de ces crédits représente environ 45 heures de travail. Présence en classe, laboratoire, atelier ou stage. Et dites-vous là, que chaque cours de 3 crédits que vous suivez dans une session, ça correspond à 3 heures de cours en classe par semaine, mais on s'attend à peu près le double en travail personnel, donc 6 heures. Fait que, bref, chaque cours que vous suivez équivaut à 9 heures de votre temps par semaine. Bref, on fait x5 pour 15 crédits. Vous êtes à 45 heures de votre temps par semaine dédié à vos études. Donc, maintenant, vous voyez là, la liste des programmes. Là. Donc, la question, c'était qu'est-ce qu'un DESS? En fait, le DESS, c'est l'équivalent d'un Master 1. Donc, c'est un programme d'une seule année. Et pour être admissible, il vous faut l'équivalent d'une licence. Chez nous, le baccalauréat. Donc, nous, la maîtrise est d'une durée de 2 ans. Donc, les maîtrises ne sont pas divisées en années distinctes. Fait que c'est l'équivalent de Master 1 et Master 2 combinés. Fred, il y avait juste une question de suivi sur les DESS. Est-ce qu'elles sont reconnues en France? De façon générale, oui. Donc, je veux dire, l'ensemble de nos programmes sont reconnus à l'international. Ceci étant dit, si vous faites un DESS en relation avec un ordre professionnel, là, bien sûr, il faut vérifier avec l'ordre professionnel dans votre pays, vous assurer que vous répondez à leurs critères. Mais de façon générale, oui, le diplôme, les compétences vont être reconnues à l'international. Merci, Fred. OK. Maintenant, pendant que j'ai le site web affiché, peux-tu juste prendre une petite seconde pour parler de la page web de l'équivalence des diplômes? Parce qu'il y a certaines
personne qui nous pose des questions sur comment savoir quel diplôme est nécessaire pour postuler à nos programmes. OK, ben, prenons un exemple au hasard. Là. Clique sur Algérie, mettons. Donc, chaque page de pays, vous allez voir, là, si vous allez voir le tableau, donc le diplôme minimum requis pour être admissible dans un de nos programmes. Donc, pour être admis dans un programme de premier cycle, que ce soit le cas au baccalauréat, ben, vous voyez, le diplôme minimum requis, c'est soit le bac de l'enseignement secondaire ou le diplôme d'études universitaires appliquées. Donc, et ça vous indique aussi le nombre d'années de scolarité de compléter. Dites-vous que généralement, pour débuter un baccalauréat chez nous, il faut l'équivalent de 13 années de scolarité. Donc, pour un Algérien avec son bac d'enseignement secondaire à 12 années, il peut être admissible, mais dans une année préparatoire. Donc, au lieu de faire un bac de 3 ans, par exemple, en administration des affaires, il va être admis dans l'année préparatoire. Donc, ça sera 4 ans dans son cas. Donc, même chose, le deuxième cycle, la licence est généralement requise pour être admissible soit dans un DESS ou une maîtrise. Et au troisième cycle, le magistère ou le master est requis pour être admis au doctorat. Merci, Fred. Et tu viens de mentionner l'année préparatoire. Alors, est-ce que quelqu'un qui étudie déjà peut-être dans une programme, une année préparatoire en préparation pour, par exemple, les grandes écoles, est-ce que cette personne aura besoin de faire une année préparatoire chez nous? De façon générale, non. Le fait d'être inscrit, en fait, comme je dis, l'important, c'est d'avoir atteint une 13e année de scolarité. Donc, si, dans ce cas-ci, quelqu'un qui a fait un diplôme d'études de fin secondaire de 12 ans, mais qui est allé faire une année de plus dans les grandes écoles, en principe, oui, ça compense pour l'année préparatoire. Donc, ceci étant dit, si jamais il manque quand même certains cours préalables, il peut être admis en scolarité préparatoire. Donc, il pourra avoir besoin de faire juste un ou quelques cours, mais sans nécessairement compléter une année au complet. Donc, par exemple, pendant qu'il complète un cours de mathématiques, il peut quand même commencer les cours de son programme régulier. Merci. Puis, je pense que c'est une question de suivi. Non, en fait, je pense que tu viens de l'expliquer, donc c'est correct. On va aller à la prochaine. Question un peu facile pour toi. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre dossier, notre demande d'admission a été acceptée? Ben, d'ailleurs, vous allez recevoir un courriel de la part du bureau du registraire qui va vous annoncer votre admission. Et d'ailleurs, ce courriel-là, vous pouvez vous en servir pour faire vos démarches d'immigration. Donc, il suffit d'imprimer en format PDF ce courriel en s'assurant d'avoir imprimé également le logo de l'université et la signature de la registraire. Donc, ça, évidemment, ça l'indique que vous êtes admis, mais aussi, lorsque vous allez être admis dans un programme, ça sera indiqué dans votre dossier Mon Portail. Excellent, merci beaucoup. J'essaie juste de tasser, de clairer les questions qu'on a déjà répondues. Oui. Est-ce que c'est possible de reporter son admission à une autre session? Par exemple, si on est encore en train d'avoir l'octroi. Oui, c'est possible. Donc, il y a possibilité, là, si effectivement vous ne pensez pas être en mesure de compléter vos démarches d'immigration pour la session visée, oui, vous pouvez écrire au bureau du registraire pour leur demander de demander un report pour la prochaine session. Quoique, j'ai entendu dire, ça se peut que le processus change là, éventuellement. Là, en fait, probablement qu'un seul report sera permis et ça se peut que ça soit un report de automne à la prochaine session d'automne. Mais bon, ça c'est à confirmer éventuellement, là, mais vous pouvez garder ça en note. Là. Merci. Comment est-ce qu'on peut ajouter une lettre de recommandation pour une admission déjà envoyée? OK. Ben, en fait, si vous parlez de lettre de recommandation, vous voulez plutôt dire le rapport d'appréciation, donc le formulaire là, qu'on vous
qu'on vous suggère de remplir, en fait, vous ne pouvez pas l'acheminer vous-même. Donc, c'est votre répondant qui doit le compléter et l'envoyer par courriel au bureau du registraire. Vous ne pouvez pas le télécharger vous-même. Merci. OK. Est-ce que qui a besoin de nous fournir des résultats d'un test de français comme partie de son admission? Tout étudiant qui n'a pas fait soit ses études primaires et secondaires en français ou qui n'a pas obtenu un grade universitaire d'une université francophone. Donc, ceux-là doivent fournir un test TCF. Nous autres, on privilégie là, le TCF tout public et il faut qu'il soit valide là, pour, en fait, plus de 2 ans. Pour nous, il n'est plus valide. Il faut en demander un nouveau. Là. Donc, c'est valide seulement 2 ans. Merci beaucoup. OK. OK. Alors, comme tu sais, on a le droit de postuler pour jusqu'à 3 programmes sur la demande d'admission, dont un maximum de 2 programmes contingentés. Mais si on choisit plus qu'un programme sur la même demande d'admission, est-ce qu'on paye de nouveau à chaque fois les frais d'ouverture et d'analyse de dossier de 94 chaque fois? Non, si c'est pour la même session, vous payez seulement une fois le 94,50 $. Donc, et ça s'applique là, aux 3 programmes que vous choisissez. Là. Merci. Et comme suivi, la dernière question sur les lettres de recommandation ou pour, dans notre cas, c'est plutôt le rapport d'appréciation. Est-ce qu'on est est-ce que c'est requis pour tous les programmes des cycles supérieurs, le rapport d'appréciation? Non. Ça, vous verrez vraiment l'information dans la description du programme visé. Là. C'est surtout exigé pour le doctorat et certaines maîtrises de recherche, mais il faut vraiment vérifier dans la description du programme. Excellent, merci beaucoup. Ça sera pas long, je fais juste un dernier petit regard. Peut-être ajouter, Nadia, sur cette dernière question-là, de s'en tenir vraiment aux documents qui sont demandés dans la description du programme officiel. Pas besoin d'envoyer d'autres documents là, pour tenter de mousser votre candidature. On s'en tient vraiment aux pièces qui sont exigées pour pas alourdir le processus, parce que de toute façon, ils ne seront pas transmis là, à la direction de programme qui évalue votre candidature. Excellent, merci beaucoup. Alors, la dernière question, c'est incroyable, nous avons vraiment répondu à plusieurs questions aujourd'hui et nous sommes à l'heure. D'habitude, j'ai toujours besoin de demander aux panélistes de rester un peu plus longtemps pour répondre. Alors, on peut faire 2 petits trucs en fait. Une question, Fred, sur, on veut savoir si la question c'est, est-ce que vous acceptez les étudiants étrangers par quota de chaque pays ou est-ce que les pays n'est pas pris en considération? Et après ça, Fred, on va juste faire une petite survol sur le coût des études et ensuite, on va... C'est bon. Donc, non, il n'y a pas de quota par pays pour l'admission. Donc, nous, c'est vraiment basé sur votre dossier scolaire, la qualité de vos relevés de notes. Donc, il n'y a pas un nombre limite de candidats étrangers. Là, je parle pour les programmes, la plupart des programmes, là, je parle pas des programmes contingentés. Les programmes non contingentés, je veux dire, il n'y a pas de limite, là. Il suffit de répondre aux exigences d'admission. Généralement, vous êtes admis, là, peu importe dans le pays dont vous venez. Là. Donc, pour certains programmes contingentés, il peut y avoir un quota pour des étudiants internationaux, mais le pays n'a pas d'importance. Ça va être, exemple, je disais, physiothérapie, on prend 2 étudiants internationaux, c'est peu importe le pays. Là.
Merci beaucoup. Et pour terminer, Fred, j'ai juste préparé quelques petites diapositives. Peux-tu juste nous donner un petit survol sur le coût des études à chaque niveau, à chaque cycle d'études, donc baccalauréat, maîtrise, doctorat, s'il te plaît? Je pourrais. Donc, si on commence au niveau du premier cycle, donc, les droits de scolarité varient en fonction du domaine d'études. Donc, ça varie là, de 22 200 à 24 000 par année. Donc, le 24 000 là, qui concerne notamment les programmes en génie, les sciences pures et appliquées et l'administration des affaires, donc commerce, gestion. Si ça donne que vous êtes un citoyen français ou belge francophone, il existe une entente entre le Québec et ces pays qui fait en sorte que vous avez une exemption, vous allez payer le tarif canadien hors Québec, donc 9 700 $ par année. Et après ça, vous voyez la ligne en dessous, donc les dépenses à prévoir, là, on dit d'avoir environ 14 100 $ pour logement, repas et vos dépenses annuelles. Donc, vous verrez tous les détails, là, vous voyez au bas de la page, ulaval.ca, droit scolarité. Vous aurez tous les détails. Donc, ça, c'est pour le premier cycle, donc baccalauréat et certificat. Maintenant, le deuxième cycle. Tout dépendant que si vous faites un programme de recherche ou un programme professionnel, une légère différence de prix. Donc maîtrise avec recherche, avec mémoire, on 16 200 $ par année. Notez ici là, que c'est pour 24 crédits par année comparativement au premier cycle que c'était plus 30 crédits. Là. Fait que les étudiants prennent un petit peu moins de crédits par année puisque la main est plus exigeante. Maintenant, programme professionnel, ben là, on est plus à 18 000 $ par année. Même chose encore, nos citoyens français et belges francophones, cette fois-ci, vous pouvez payer le tarif québécois, donc 3 185 $ pour une année de 24 crédits. Et les dépenses à prévoir demeurent les mêmes, 14 165 $ estimés. Et finalement, au troisième cycle, ben, je l'avais mentionné plus tôt, donc tous les étudiants internationaux vont payer le tarif québécois pour le doctorat, donc 3 185 $. Donc, et encore une fois, 14 000 à prévoir pour vos logements, repas, dépenses personnelles. Bon, merci beaucoup, Fred. C'était vraiment des bonnes informations. C'est sûr que tout le monde s'inquiète à propos de quels sont les coûts d'études parce qu'ils veulent vraiment faire leur plan. Alors, c'est ça. Et je pense que sur ça, on va terminer la séance de questions. Donc, ce ne serait pas long. Je vais juste partager mon écran de nouveau. Alors, entre-temps, je vous remercie tous les deux, Fred et Marie-Ève, pour vos interventions aujourd'hui, les informations que vous avez partagées. Comme j'ai dit, c'était très pertinente et très utile aux participants. Alors, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Bonne chance à tous. Bonne journée. Excellent. Alors, en fait, j'aimerais aussi vous remercier à vous tous, les participants, parce que vos questions aujourd'hui étaient vraiment pertinentes aussi. Et c'était pour nous, c'est très amusant de recevoir ces questions-là et d'interagir avec vous, répondre à vos questions et à vos besoins. Alors, si vous avez encore des questions, je vais afficher dans quelques instants une adresse courriel que vous pouvez utiliser pour nous envoyer vos messages, vos questions par courriel. Entre-temps, je vais juste prendre l'occasion juste de vous rappeler que les portes ouvertes Zoom sur les études continuent jusqu'à demain. Donc, il y a encore quelques webconférences et séances de clavardage programmées pour aujourd'hui et pour demain qui pourraient vous intéresser et qui vous donnera l'occasion d'interagir un peu avec les responsables d'information sur les études.
En plus, pour ceux et celles dans la région de Québec, nous vous invitons à venir sur campus samedi pour l'expérience campus. Et comme ça, vous pouvez même poser vos questions en personne avec une représentante de l'université. Alors, pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir sur le campus. Alors, sur ça, nous sommes arrivés à la fin de la séance. Comme j'ai mentionné, notre courriel est indiqué sur la diapositive info@commercialuleval.ca. Puis, vous pouvez aussi utiliser n'importe quel des liens sur la diapositive, les réseaux sociaux, courriels, etc. pour rester en contact avec nous et pour vous garder au courant des nouvelles de l'Université Laval. En plus, nous vous encourageons, si ce n'est pas déjà fait, nous vous encourageons à vous abonner à notre bulletin d'information afin de recevoir des informations utiles et des annonces importantes concernant votre projet d'études chez nous. Le lien est affiché sur l'écran, mais j'ai aussi affiché le lien dans la section discussion de Zoom. Alors, encore une fois, on vous remercie pour votre participation à la séance d'aujourd'hui et au plaisir de vous voir sur le campus à l'avenir.